N'ayez pas peur, restez là. Bonjour à tous et à toutes. On n'est que des femmes aujourd'hui et bienvenue pour cette nouvelle session, ce nouvel Agoratalk. Alors, on est ravis de vous avoir, Marion. Ça fait longtemps qu'on se parle. Et moi, ça m'a permis de découvrir Innovalliance. Vous étiez en contact aussi avec Sandrine il y a plusieurs mois. Et c'est vrai que je voyais des infos passer, mais je ne connaissais pas. Et je pense que vous gagnez à être connu. On est dans le pays de la cosmétique, je le dis toujours, il y a de nombreuses initiatives, il y a d'autres organismes. euh, et c'est intéressant de voir votre approche, de voir comment vous fonctionnez et de connecter avec nos porteurs de projets, nos entrepreneurs qui doivent dès maintenant intégrer de nombreuses choses pour développer sereinement et durablement leur entreprise. Donc, merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Ça fait, merci beaucoup, Kodou, et merci beaucoup donc, à toute la maison de la cosmétique de m'accueillir ce matin. Voilà, c'est vrai que je pense qu'on me dit que c'est intéressant de connaître un peu l'ensemble de ce qui se fait, notamment sur le secteur de la cosmétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de structures et parfois, c'est un peu dur de s'y retrouver, surtout quand on démarre un peu des projets. Du coup, ce matin, moi, ce que j'ai prévu un peu, c'est de vous présenter un peu Innovalliance, qui on est, parce que déjà, voilà, on a un pôle de compétitivité, donc peut-être que tout le monde ne connaît pas ce que c'est, ni comment ça fonctionne. Donc, je vais démarrer un peu par ça. Et puis après, je vais avoir deux sujets un peu plus spécifiques. Le premier, ce sera présenter donc, le label ERI 360, qui est un label pour les ingrédients éco-responsables. Et après, je souhaitais aussi vous présenter une étude autour de tout ce qui est conservation, avec un parallèle qui a été fait entre les secteurs alimentaires et les secteurs cosmétiques. Voilà, et puis après, je prendrai des questions s'il y en a. Alors pour démarrer, donc, Innovalliance, donc on a un pôle de compétitivité, donc, comme je disais. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, un pôle de compétitivité, c'est une association donc, de loi 1901. Et donc, c'est des associations qui ont été créées historiquement par l'État. Et l'objectif, en fait, c'était de faire des projets un peu de recherche entre les universités et les entreprises et d'accélérer un peu ce type de partenariat-là. Donc aujourd'hui, initialement, c'était un peu financé et soutenu par l'État, ce type de structure-là. Aujourd'hui, l'État se désengage un peu des pôles de compétitivité et on est plutôt rattaché aux régions. Donc, c'est vraiment les régions qui vont être nos interlocuteurs principaux et qui vont être aussi nos financeurs principaux. Voilà, donc en sachant qu'au niveau des budgets, donc on est financé à 50% par ces régions et à 50% par les financements privés, donc c'est-à-dire les adhésions des entreprises et des prestations qu'on va pouvoir faire aussi donc, aux entreprises adhérentes du réseau ou non adhérentes du réseau. L'histoire d'Innovalliance, du coup, en fait, c'est la fusion de deux pôles de compétitivité. Le premier, il s'appelait Terralia, donc, qui était vraiment sur la région un peu sud-est de la France et qui était sur les thématiques un peu agriculture et puis alimentation boisson. Et le pôle PAS, parfum, arômes, saveurs et senteurs, qui lui était basé plutôt sur la région sud et notamment à Grasse, avec plutôt donc, des thématiques parfumerie et cosmétiques. Et donc les deux pôles ont fusionné en 2019 et ça a donné naissance à Innovalliance. Et aujourd'hui, donc, on a un pôle de compétitivité autour de la filière végétale et donc sur la thématique un peu de naturalité. Donc on est majoritairement sur le territoire plutôt quart sud-est de la France, donc parce qu'on est financé par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et les régions sud, avec lesquelles on va être en lien notamment sur des dispositifs aussi régionaux. On est aussi sur la partie Occitanie avec l'ex-Languedoc-Roussillon. Voilà. Après, quand je dis territoire, c'est-à-dire qu'on va avoir 75% de nos adhérents qui vont se situer sur ce territoire-là, mais on va avoir aussi des adhérents qui seront sur le reste de la France. Donc cette association, c'est quoi? C'est un réseau, donc à la fois d'entreprises, d'acteurs de la recherche et de la formation, donc qui représente aujourd'hui plus de 400 membres. Et notre rôle, ça va être un peu de mettre en relation, je dirais, un peu tout le beau monde pour faire un peu des partenariats, donc soit des partenariats un peu business, soit plutôt sur des projets de recherche. Donc c'est vraiment comme booster le développement économique via l'innovation. L'autre rôle, après, comme je disais aussi, ça va être tout ce qui est de déployer les politiques économiques des territoires, notamment en lien avec les régions. Donc, on est sur la filière végétale et donc ça fait qu'aujourd'hui, on va traiter 4 marchés différents. Donc, tout ce qui va être alimentation, boisson, la partie complément alimentaire, ingrédients santé, la partie cosmétique et la partie arômes et parfums.
Donc, ça comprend aussi la partie agriculture qui est liée en fait et vraiment la source de ces 4 marchés-là. Donc là, c'est un peu pour expliquer plus concrètement le positionnement que le pôle s'est donné et ça montre un peu les thématiques qu'on va traiter au sein du pôle. Donc notamment, on s'est positionné par rapport à tout ce qui est attente consommateur. Donc je pense que c'est des attentes qui doivent vous parler, qui sont quand même assez connues et grandissantes aujourd'hui. On va travailler notamment, par exemple, autour de tout ce qui est origine, donc travailler sur la traçabilité, l'authenticité des produits, lutter contre les fraudes, etc. Il y a tout un aspect environnemental aussi, travailler sur des modes de production plus verts, des nouveaux procédés aussi. On a un axe assez fort autour de tout ce qui est éco-extraction, par exemple. Un axe autour de la sécurité, donc la sécurité un peu au sens large, c'est-à-dire à la fois des produits et des hommes aussi. Donc voilà, travailler sur l'innocuité des produits tout au long de la chaîne de valeur. Un axe plutôt sensorialité, où là, on va travailler tous les aspects sensoriels des produits. Et on va s'appuyer notamment sur une expertise qu'on a en interne, qui est notre plateforme d'analyse sensorielle, qui s'appelle TerraSenso, et qui réalise des études sensorielles ou bien des enquêtes consommateurs, donc à la fois à destination des adhérents, mais aussi des entreprises non adhérentes, voilà, qui ont des tarifs un peu différents. Un axe ensuite plutôt santé-bien-être, donc autour de vraiment travailler autour de la naturalité. Et puis un axe autour de l'accessibilité, donc vraiment sur la partie distribution et la partie comportement consommateur, sur laquelle on travaille toujours aussi avec notre laboratoire et plateforme TerraSenso. Donc pour comprendre un peu plus comment on est constitué, donc là, ça représente un peu les adhérents qu'on va avoir côté entreprise. Donc, on va avoir des adhérents un peu vraiment sur toute la chaîne de valeur, en partant donc des matières premières naturelles jusqu'à la distribution. Donc, sur cette partie un peu amont agricole, on va avoir des acteurs comme des coopératives, voilà, des producteurs aussi qui vont travailler sur différentes filières, voilà, qui vont un peu desservir nos 4 marchés. On va avoir ensuite tout ce qui est première et deuxième transformation. Donc, soit des fabricants d'ingrédients, donc fabricants d'ingrédients cosmétiques, fabricants d'arômes, fabricants d'ingrédients nutraceutiques aussi. Et puis ensuite, donc, des personnes de seconde transformation donc, qui feront soit simplement du mélange ou du façonnage, soit des personnes qui seront entièrement intégrées de l'amont à l'aval. Voilà, donc je pense qu'après, au niveau des entreprises, on va vraiment avoir toute taille. Donc, ça va aller vraiment de la start-up jusqu'au grand groupe, en sachant qu'on a quand même majoritairement des PME qui vont être adhérentes au sein du réseau. Voilà, mais après, je pense qu'il y a certains noms qui vous parlent, notamment dans les grands groupes. Là, c'est quelques exemples. Et puis ensuite, on va avoir donc, ce qu'on appelle des offreurs de solutions. Donc là, c'est des personnes qui vont venir accompagner tous ces acteurs un peu filières sur leurs projets. Donc, ça va être des laboratoires d'analyse, des équipementiers, quelques distributeurs aussi, et puis des gens qui vont avoir des expertises spécifiques. Donc, je pense notamment des gens qui vont travailler sur de la fermentation ou des plateformes d'extraction, ce genre d'acteurs-là. On va avoir ensuite du coup, les acteurs plutôt recherche et formation. Donc, d'abord la partie académique, donc ça va être tout ce qui est université, CNRS, INRAE, etc. Donc, je pense aussi des gens que vous devez un peu connaître de nom et qui vont travailler sur des projets plutôt de recherche fondamentale, donc avec les entreprises. On va aussi avoir tout ce qui est institut et centre technique, qui eux auront des connaissances un peu plus appliquées et chacun leur expertise. Voilà, par exemple, l'ITEPMAI, qui est l'Institut des plantes à parfum aromatiques et médicinales, l'Institut Paul Bocuse, avec qui on va travailler sur des aspects plutôt nutrition, ou le CTCPA sur la partie procédés agroalimentaires, par exemple. On va ensuite avoir tout ce qui est station d'expérimentation. Donc là, ce sera plutôt sur la partie agricole, donc pour travailler sur des essais culturaux ou des nouvelles variétés ou ce genre de choses-là. Et ensuite, la partie plutôt formation, où là, on retrouve évidemment tout ce qui est université, mais aussi ce qui va être école d'ingénieurs, écoles spécialisées ou bien des lycées agricoles et techniques, avec qui on va avoir des projets un peu de formation, voilà, et d'accompagnement un peu des entreprises. Donc, notre rôle par rapport aux adhérents, en fait, on va avoir trois grands services, je dirais, enfin 3 grands axes. Le premier, ça va être tout ce qui est réseau. Voilà, pour moi, c'est vraiment le cœur de métier des pôles de compétitivité. Et l'idée, ça va être vraiment d'avoir une visibilité pour tous les adhérents et toute la communauté un peu
sur ces thématiques-là, mais aussi en dehors du réseau du pôle. L'idée, c'est de partager un peu ses compétences, de monter des partenariats. Voilà, après, chaque entreprise adhérente a un référent au sein du pôle. Et l'objectif, après, c'est que si un adhérent m'appelle, par exemple, et me demande j'ai plus de sous-traitants ou je recherche un fabricant d'ingrédients, est-ce qu'il n'y en aurait pas un au sein du réseau? Mon rôle, ça va être de trouver dans le réseau quelqu'un qui peut répondre à ce genre de demande-là. Il y a toute la partie aussi événementielle. On réalise différents webinaires ou alors des journées techniques pour montrer un peu des nouveautés, des enjeux d'innovation, ou ça peut être aussi des éléments un peu plus larges sur du financement ou des thématiques RH ou autour du numérique, par exemple, et qui sont ouverts donc, aux adhérents, mais aussi aux entreprises non adhérentes du réseau. On a ensuite un axe plutôt innovation, où là, c'est vraiment accompagner les projets de R&D, donc de l'émergence projet jusqu'à sa mise sur le marché. Donc, ça peut être via de la recherche de partenaires, de la recherche de financement aussi sur ces projets-là, en sachant qu'en fait, les pôles de compétitivité ont la possibilité de labelliser des projets de R&D. Et ça donne, alors historiquement, ça donnait accès à certains financements qui étaient accessibles que via cette labellisation. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais ça donne toujours un peu une valeur ajoutée. Et sinon, ça permet aussi de challenger ces projets. Et le dernier axe, donc, ça va être autour de tout ce qui est développement et croissance des entreprises. Donc, c'est vraiment accompagner les entreprises dans leur stratégie, dans leur accès au marché, connaître un peu ce qui se fait, se financer, mais là, se financer autour d'investissements, par exemple, ou sur des appels à projets nationaux qui vont être un peu plus thématiques. Voilà, par exemple, autour de tout ce qui est transition écologique avec l'ADEME ou ce genre de choses-là. Alors, on ne va pas accompagner autour de tout ce qui est vraiment création d'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y a déjà aussi beaucoup d'acteurs qui sont sur ce milieu-là et qui font très bien leur travail sur ce sujet. Donc, nous, on peut orienter si jamais au début, il y a des personnes qui viennent sur ce projet création d'entreprise. On a des listes un peu de contacts pour accompagner, mais on n'accompagnera pas directement sur ce sujet-là. On accompagnera plus en deuxième étape sur la partie plutôt développement et croissance pour des startups qui auront leur preuve de concept qui aura été réalisée. Et on a notamment un nouveau programme un peu d'accélérateur qui est en train de se monter au sein du pôle et qui démarrera sur 2022 et qui s'appelle Innov Accélère. Et l'idée, voilà, sera d'accompagner un peu ces startups sur une deuxième phase de développement un peu plus rapidement. Donc voilà, donc ça reprend un peu ce que je disais, ça c'est un peu l'ensemble de l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des adhérents, en sachant qu'en fait, suite à une adhésion, voilà, l'idée c'est de faire un rendez-vous 360 et de voir ensemble un peu toutes les pistes d'action et de rechercher des partenaires et de travailler ensemble sur différents sujets. Donc toute la partie innovation R&D dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi la partie international export sur laquelle on travaille avec des partenaires. Mais on a aussi une personne qui est dédiée à la partie Europe au sein du pôle. La partie financement, donc voilà, autant côté innovation que côté développement des entreprises. La partie un peu stratégie, donc travailler sur la stratégie un peu globale de l'entreprise. La partie études éveil. Alors ça, comme la plateforme un peu Terra Senso, c'est un service qu'on a intégré en fait au sein du pôle. On a une personne qui peut réaliser des études d'éveil concurrentielles, des tendances un peu marché, des veilles brevets aussi, voilà, ou des listings d'ingrédients qui existent en France ou dans le monde. Donc, il peut réaliser un peu des études à façon pour des entreprises adhérentes ou non adhérentes. Voilà, et c'est aussi lui qui réalise ce qu'on appelle les info-veilles. Et c'est des veilles un peu régulières qui sont envoyées donc, à tous les adhérents pour se tenir au courant des tendances sur les différents secteurs. Voilà donc un peu pour l'accompagnement et la présentation du pôle. Donc s'il y a des questions à la fin, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc là, je vais passer plutôt sur la partie labellerie 360. Donc le labellerie 360, c'est un label qui a été historiquement donc, créé par le pôle PASS avec une action collective de différentes entreprises et qui est un label donc, pour les ingrédients qu'on dit éco-responsables et donc qui se fait vraiment donc, sur la partie ingrédients et non communicables sur les parties produits finis, donc qui est vraiment pour plutôt un axe B2B. Donc ce label, comment il a été créé? Alors en fait, il se basait sur les principes un peu de l'éco-extraction. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces principes-là, donc je vous les ai remis. Voilà, il y a quatre grands principes.
Le premier, c'est autour de tout ce qui est solvant. Parce que, voilà, quand on va faire des extraits, on a différentes méthodes possibles et dont certaines peuvent intégrer des solvants. Et l'idée, ça va être de privilégier des solvants qui vont être issus de ressources renouvelables et qui n'auront pas d'effet ni sur l'homme ou l'environnement, ou alors des effets limités. C'est aussi en lien avec la partie procédés, voilà, parce qu'on peut faire des extraits sans forcément utiliser des solvants, mais voilà, c'est travailler sur des procédés qui vont être plus verts de manière générale, et donc plus respectueux de l'homme et de l'environnement également. Il y a ensuite l'axe matières premières, où l'idée, c'est de favoriser des matières premières qui vont être renouvelables, de se demander d'où vient ma matière première, comment elle a été produite, dans quelles conditions, et donc avoir vraiment toutes ces données-là pour avoir des bonnes pratiques un peu d'exploitation et les mettre en avant. Et donc c'est aussi relié ensuite à cette partie coproduit. Donc l'idée, c'est d'avoir une exploitation un peu complète de la plante. Voilà, il y a certains actifs qu'on va utiliser juste avec des feuilles, par exemple. Mais l'idée, ça va être un peu de se demander est-ce qu'on peut utiliser la tige voilà, et les autres parties de la plante, ou alors de réutiliser des coproduits, donc des sous-produits d'exploitation qui auront été faits sur d'autres secteurs et d'autres filières. Donc la démarche, en fait, ça a été, comme je disais, une action collective. Donc il y a 12 entreprises des filières aromatiques et cosmétiques qui se sont mises ensemble pour réfléchir sur ce sujet. Donc voilà, et tout ça a été piloté par le pôle PASS. Et ils se sont mis en relation aussi avec des acteurs universitaires pour appuyer cette méthode. Donc voilà, notamment le CNRS, l'Université d'Avignon. Au niveau des acteurs entreprises, vous les avez aussi listés sur la slide. Voilà, donc plutôt des grands groupes voilà, comme Pierre Fabre, Gatrossi ou Expansion, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et voilà, et en fait, leur constat, c'était de se dire qu'il n'y a pas de référentiel existant qui puisse justement valoriser les ingrédients et la fabrication d'ingrédients quand ils ont été faits dans une démarche éco-responsable. Donc, ils se sont penchés en fait sur une approche un peu transverse de la filière et de la fabrication des ingrédients, donc avec toutes les réglementations et référentiels qui sont existants. Donc, tout ce qui va être, par exemple, je pense au traité de Nagoya, voilà, au bilan carbone, au normes ISO, voilà, tout qui est un peu listé sur la slide aussi. Et en plus de ça, les entreprises en fait, sont parties de leurs pratiques en interne et de savoir qu'est-ce qu'elles voulaient mettre en place et qui était pertinent à prendre en compte justement pour évaluer l'éco-responsabilité d'un ingrédient. Donc, suite à tout ce travail-là, il y a un référentiel qui a été créé pour la profession et qui compte aujourd'hui plus de 100 indicateurs qui sont mesurables et basés donc, sur ces principes-là, plus sur les réglementations et référentiels. Donc, aujourd'hui, les indicateurs sont mesurés via des audits, donc des audits qui sont gérés aussi aujourd'hui par le pôle Innovalliance. Donc, ça va être des audits en usine ou alors des audits sur base aussi réglementaire et documentaire. Donc, avant de se poser un peu la question de labelliser des ingrédients, il va y avoir des prérequis aussi qui ont été décidés lors de la construction de ce référentiel. Donc, des choses en fait qui vont être obligatoires avant de pouvoir lancer l'étude de certains ingrédients. Donc, le premier, c'est respect de tout ce qui est contraintes réglementaires. Donc, voilà, tout ce qui est par exemple traité de Nagoya, les droits de l'homme aussi, voilà, qu'ils soient respectés. Toute la question du droit du travail local aussi, en fonction de là où vient la matière première. Voilà, donc c'est vraiment prendre en compte tous ces éléments-là. Parfois, c'est un peu dur aussi d'avoir toutes les informations, mais l'idée, c'est vraiment de connaître d'où vient ma matière première, comment elle a été produite, et de pouvoir répondre à ces contraintes-là et de pouvoir le justifier. Il y a aussi donc, la partie absence d'OGM. Voilà, on n'a pas le droit d'utiliser des plantes qui auront été issues d'OGM ou même des ingrédients. Je sais qu'il y a des montées un peu d'ingrédients biosourcés qui seront issus, par exemple, de biofermentation via des levures qui auront été génétiquement modifiées. Ça, c'est par exemple quelque chose qui ne sera pas pris en compte justement pour la partie valorisation. Ce sera des ingrédients qui ne pourront pas être labellisés. Ensuite, il faudra donc voilà, ne pas avoir d'usage abusif des savoir-faire un peu traditionnels, donc selon où vient l'ingrédient ou la matière première utilisée. L'absence de pesticides en fonction des listes un peu qui existent aujourd'hui. L'absence de CMR. Et puis ensuite, qu'il faut que ce soit des modes de production qui sont non destructifs, à la fois pour l'espèce utilisée, mais aussi pour l'écosystème.
Donc là, par exemple, sur ces prérequis, quelles preuves on peut donner? Moi, je vais passer rapidement là-dessus, mais l'idée, c'est de donner un peu justement des exemples de preuves qu'on peut fournir. Donc parfois, ça peut être des certificats qui sont donnés par les autorités compétentes. Ça peut être aussi des études. Voilà. Et donc, par exemple, sur la partie mode de production non destructif, on peut, si par exemple on produit en bio, l'idée, ça va être de ressortir des rapports d'audit ou des certifications sur ces aspects-là. Voilà. Mais ça montre aussi que dans cette démarche d'ingrédients éco-responsables, ce sera aussi important d'avoir une bonne relation avec ses fournisseurs et pour pouvoir un peu avoir l'ensemble de ces informations. On voit que c'est plutôt ça qui est compliqué quand on part sur cette démarche de labellisation. Donc, au niveau un peu de la structure de l'évaluation, donc l'évaluation un peu du produit fini, donc qui est un ingrédient ici, l'idée, ça va être d'avoir deux axes un peu d'évaluation. La première partie, ça va être l'évaluation de la matière première. Alors, matière première qui sera soit végétale, donc issue du règne vivant, ou alors issue de bioprocédés. Et donc, l'idée, il faudra un peu calculer en fonction de là où elle vient différents scores et différents indicateurs pour voir un peu son score. Et de l'autre côté, on va évaluer le procédé que va subir cette matière première pour réaliser ce produit fini. Donc, sur les exemples un peu de scores et de choses qu'on va mesurer, alors moi, je n'ai pas remis les 100 indicateurs, mais c'est un peu pour vous montrer la structuration de l'évaluation. On va avoir donc un score matière première végétale ou bioprocédé en fonction de là où elle vient. Et puis ensuite, le même score qui va être fait sur la partie procédé. Et l'idée, c'est qu'il y aura à chaque fois 3 scores qui seront évalués. Un score plutôt transverse, où là, on va regarder la transparence du fournisseur, par exemple, ou des choses un peu larges, les démarches QSSE, l'intégration de coproduits, etc. Un score plutôt environnement, où là, on va regarder l'empreinte en eau, l'empreinte carbone, différentes choses qui vont être reliées sur la partie environnementale. Et puis ensuite, un score plutôt social, où là, on va regarder la partie des hommes, plutôt la santé, la sécurité du travailleur, la provenance de la matière première et le risque pays, par exemple, et beaucoup d'autres indicateurs. Donc, une fois qu'on va avoir ces scores-là, on va avoir un score final qui permettra d'avoir une labellisation un peu de l'ingrédient. En fonction du score, on peut avoir trois niveaux, je dirais, de labellisation. Un niveau or, un niveau argent et un niveau bronze. Voilà, donc c'est une première approche un peu à avoir sur cette partie ERI 360. Et une deuxième approche qu'on peut avoir sur ça, mais en fait, ça peut être aussi utilisé comme démarche de pilotage et d'amélioration continue. C'est-à-dire que l'analyse en fait, des ingrédients, donc toute cette mesure des indicateurs, ça se fait grâce à un outil web, donc une plateforme en ligne sur lequel on rentre nos ingrédients et puis on rentre un peu l'ensemble des informations et des données qu'on va avoir. Et ça peut donner justement des idées en se disant, tiens, j'ai un ingrédient. Là, je vois que je ne suis pas très bonne sur le score environnemental sur cet ingrédient. Donc, on peut décider de travailler plutôt sur cette partie-là. Voilà, donc on a deux types d'approches. Là, aujourd'hui, au niveau des entreprises qui utilisent la démarche ERI 360, il y a certaines qui vont valoriser leurs ingrédients et labelliser. Ça leur servira pour la commercialisation en B2B notamment. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui vont l'utiliser vraiment plus pour la démarche interne et améliorer en interne leur approche RSE autour de leurs ingrédients. Donc, justement, au niveau des entreprises qui utilisent déjà la méthode, donc il y en a certaines, mais qui ont fait partie un peu du référentiel, évidemment, et qui continuent d'utiliser le label aujourd'hui, donc plutôt des grands groupes aujourd'hui qui utilisent ce label-là sur différents ingrédients et avec différents niveaux. Aujourd'hui, on compte à peu près une quarantaine, je pense, d'ingrédients qui vont être labellisés via ERI 360. Après, il y a un peu plus qui vont utiliser la méthode en interne via la plateforme. Et pour terminer sur cette partie ERI, je voulais juste vous donner un peu un exemple d'un ingrédient qui a été labellisé éco-responsable en
niveau argent. Donc, c'est un ingrédient de Pierre Fabre. Voilà, et donc, vous voyez un peu son score et les différentes choses qui ont été évaluées. Donc, on voit qu'il y a des bons scores, notamment au niveau du score transverse. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a eu une certification HVE, notamment des normes ISO. Sur la partie environnementale, on voit aussi qu'il y a un score élevé parce que voilà, la plante, elle est proche du lieu d'éco-extraction. Voilà, il y a une faible empreinte en eau aussi également. Et puis ensuite, sur le score social, on voit aussi un très bon score parce qu'il y a beaucoup de choses de management des risques, notamment, voilà, qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte et qui permettent d'avoir ce score élevé. Voilà, après, c'est vrai que c'est un label qui est assez complet parce qu'il prend vraiment une approche transverse un peu de la filière. Aujourd'hui, c'est quand même, on a un peu un retour, ça peut être compliqué de labelliser certains ingrédients tellement justement il est complet. Et donc, il y a une approche assez globale et c'est pour ça que aussi c'est une bonne approche de démarche et d'approche d'amélioration plutôt continue. Voilà, donc là, je vais plutôt passer à la dernière partie de la présentation. Donc là, c'est une étude en fait, qu'on a réalisée au sein du pôle. Donc, ça vous montre aussi un peu un exemple du type d'étude qu'on peut réaliser et qui a notamment été réalisée avec notre plateforme Terra Senso. Et là, on s'est intéressé à la conservation et on a voulu faire un parallèle entre le secteur alimentaire et cosmétique. Parce qu'étant donné qu'on a plusieurs filières au sein du réseau, notre rôle et notre envie, c'est de créer des passerelles vraiment entre chaque secteur. Et donc, on essaie vraiment de focaliser, d'avoir des projets qui peuvent être un peu similaires et s'adapter d'un secteur à l'autre. Donc là, sur la conservation, mais on a voulu faire ce parallèle-là. Et la première question qu'on s'est posée, c'était qu'est-ce que c'est un peu que la conservation. Alors, on sait que la définition générale, ça va être de garder un produit voilà, qui reste dans le même état et sur la durée. Et du coup, on a voulu regarder un peu les définitions, à la fois côté alimentaire et puis côté cosmétique. Et déjà, on a vu que ce n'était pas du tout les mêmes définitions. C'est-à-dire qu'en alimentaire, on va parler plutôt de traitement, de conservation, permettant d'empêcher tout ce qui est développement des micro-organismes. Donc, c'est plutôt conservation, je dirais, au sens large. Alors que sur la partie cosmétique, on va directement en fait, tomber sur le mot conservateur. Il n'y aura pas cette notion de traitement qui va ressortir, en tout cas dans les définitions générales ou dans la réglementation sur cette partie plutôt conservation. Donc, la première chose qu'on a fait, on a demandé un peu aux consommateurs quels étaient les 3 premiers mots qui venaient spontanément à l'esprit quand on parlait de conservation des produits alimentaires et conservation des produits cosmétiques. Et donc, à nouveau, ça rejoint un peu les définitions, c'est-à-dire que sur la partie alimentaire, on voit plutôt des réponses autour des traitements. Voilà, le mot qui a été le plus utilisé, c'était le mot conserve. Ensuite, on a eu notamment la notion de froid, de fraîcheur et de frigo, donc vraiment même lié à la température et au mode au traitement, en fait, au procédé autour de la conservation. Alors que sur la partie cosmétique, voilà, on a déjà eu plutôt la partie date et durée qui sont quand même bien ressorties comme premier mot sur cette partie conservation en cosmétique. Et il y a eu aussi la notion d'emballage qui est ressortie sur ce secteur, alors que ce n'est pas ressorti sur la partie alimentaire. On a aussi eu la notion de naturel et de qualité, qui au final ressort plus importante côté cosmétique que côté alimentaire, en tout cas sur ce sujet de conservation. On a laissé les consommateurs un peu s'exprimer pour compléter un peu ces mots-là. Il y a la notion d'emballage qui est revenue, de faire attention, voilà, qu'il soit moins présent, de faire attention pour la partie environnementale. Ça, c'est des tendances qu'on connaît, mais ça conforte un peu ces idées-là. La notion de température aussi qui est revenue. Et puis, une problématique un peu, c'était que parfois, c'était dur de s'y retrouver dans les dates de consommation et de conservation. Et c'est une personne qui a dit ça, et à la fois pour le produit alimentaire ou cosmétique. Donc, on sent qu'il y a quand même une méconnaissance parfois du consommateur. Et sur la partie cosmétique, alors on a eu différents ajouts, plus que sur la partie alimentaire, notamment justement sur une méconnaissance un peu des produits, des personnes qui disent j'ai eu des données un peu bouleversantes sur la conservation des produits cosmétiques, qui semblaient du coup mal informés sur cette thématique-là. Donc ça nous a un peu alerté sur ce sujet.
on sent que voilà, il y a encore une formation à faire auprès du consommateur. Et la notion de température est aussi revenue pour les produits cosmétiques. Donc, on a aussi creusé ce sujet-là, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, on a creusé un peu, on s'est demandé, on a cité différents types de produits, que ce soit côté alimentaire ou côté cosmétique. Et on a demandé quelle est l'attention à la date de péremption que vous allez donner sur ces produits-là. Donc, soit très attentif, moyennement ou pas du tout attentif. Et donc, le premier constat, on s'y attendait un peu, mais du coup, ça conforte cette idée-là, mais c'est que côté alimentaire, là, les gens vont faire beaucoup plus attention à leurs produits sur la date de conservation que sur la partie cosmétique. Donc, ce qui est quand même un peu dommage. Après, voilà, sur la partie alimentaire, ça va dépendre vraiment des produits. Voilà, des produits qu'on sait qui vont conserver longtemps, comme le chocolat, l'huile ou le miel, les gens ne font pas du tout attention. Pour des produits un peu plus à risque, je dirais, on voit qu'il y a plus d'attention qui va être portée. Et sur la partie cosmétique, par contre, majoritairement, les gens ne vont pas forcément être attentifs, moyennement, voire pas du tout, sur la plupart des produits. Et c'est vrai que c'est un peu dommage et risqué sur ce côté-là. Notamment, je prends un exemple sur le mascara, où il n'y a que 26% des gens qui vont être très attentifs à leur date de conservation, alors qu'on sait que la conservation d'un mascara, en moyenne, c'est plutôt 3 mois. Donc, c'est un peu un point d'alerte sur ce sujet-là. Donc, on s'est demandé si le consommateur n'était pas forcément au courant en fait, de ce qu'il y avait sur son produit, de ce qu'il connaissait, les logos notamment, de période après ouverture. On s'est demandé s'il connaissait ce logo. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand même 74% des personnes interrogées connaissaient ce logo. Et il y avait quand même une explication cohérente pour la plupart, c'est-à-dire que s'ils disaient qu'ils connaissaient ce logo, ils savaient que c'était pour la période après ouverture. Par contre, on a quand même eu des définitions parmi les personnes qui disaient oui, je connais ce logo, qui n'étaient pas forcément adaptées. On a eu donc 14 définitions qui n'étaient pas appropriées, et notamment un thème qui est ressorti auquel on ne s'attendait pas du tout. C'était que le 6M voulait dire 6 mois ou autre par rapport au bébé. Donc, c'était vraiment lié sur l'approche bébé. Donc, voilà, on a un peu été surpris de ces réponses-là, mais c'est à prendre en compte et intéressant à noter. Mais ça reste quand même minoritaire sur le nombre de personnes. Donc ensuite, vu qu'on a un pôle de compétitivité, on s'intéresse sur toute la partie innovation. Donc, on a voulu un peu challenger la thématique de conservation via la fermentation. Donc, on a pris l'exemple parce que c'est vrai que sur le côté alimentaire, les aliments fermentés, ils ont un peu le vent en poupe. Il y a de plus en plus de produits qui vont être fermentés. Alors, parce que c'est un levier d'innovation, parce que ça améliore la conservation, ça donne aussi de différents goûts et ça peut être sain pour la santé. Donc, voilà, il y a de nouveaux développements de produits qui vont être faits sur la partie alimentaire. Donc, on a questionné un peu le consommateur sur ce qu'il entendait quand il voyait aliments fermentés. Donc, on avait une perception qui était plutôt positive en disant c'est un produit plutôt bon pour ma santé ou alors qui va bien se conserver. On a quand même encore 35% des gens qui vont penser que le produit a tourné ou qu'il est périmé, mais ça reste quand même majoritairement positif. Donc, il y a encore des choses à faire et à creuser, en tout cas sur cet aspect fermentation en alimentaire. On a fait le même travail côté fermentation en cosmétique, parce que c'est quelque chose qui commence aussi à monter, alors qui est un peu moins avancé que côté alimentaire, notamment parce qu'il y a aussi des problématiques côté réglementation, mais je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui. Mais voilà, il y a quelques ingrédients à base d'actifs fermentés qui peuvent naître sur la partie cosmétique et donc qui ont des avantages avec des actifs un peu mieux préservés sur certains produits cosmétiques. Donc, on a questionné les consommateurs aussi sur cette idée-là, sur comment ils percevaient des cosmétiques fermentés. La plupart des gens vont dire que c'est un concept inconnu. Donc, ce n'est pas très étonnant parce que ça reste quand même un secteur qui commence et qui démarre sur cette partie-là. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même quelque chose à creuser parce que 39% des gens vont dire que c'est un produit qui a des actifs mieux préservés ou un produit efficace. Donc, ça va avoir une connotation plutôt positive.
et on aura beaucoup moins cette notion de produits tournés ou périmés, contrairement à l'alimentaire. Donc, il y a des choses aussi peut-être à aller chercher sur des innovations en fermentation côté cosmétique. Voilà, enfin, ensuite, pour la partie température, donc on en parlait tout à l'heure, on a aussi questionné sur la température un peu de conservation chez le consommateur des produits donc, alimentaires et cosmétiques, pour toujours faire ce parallèle. Voilà, et on voit donc majoritairement la plupart des produits cosmétiques sont conservés à température ambiante. Il y a quelques-uns qui vont le conserver au réfrigérateur, mais ça reste minoritaire. Et on verra après, donc sur la partie alimentaire, c'est vraiment dépendant des produits. Certains seront plutôt à température ambiante et d'autres au réfrigérateur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on joue pour la conservation côté alimentaire. Donc la question, ça a été de se demander, est-ce que c'est applicable pour la cosmétique? Est-ce qu'on peut envisager justement de se servir de ce procédé et de la température pour améliorer la conservation des produits cosmétiques? Donc la dernière question qui a été posée, c'était est-ce que vous seriez prêt à acheter un produit cosmétique s'il fallait le conserver au réfrigérateur après ouverture? Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu 76% de personnes qui seraient prêtes donc, à acheter un produit, même s'il devait se conserver au réfrigérateur. Voilà, donc après, ça reste à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas non plus de notion de prix sur cette question-là. Donc, c'est que le prix reste quand même l'aspect qui va jouer en premier lieu sur l'achat aujourd'hui sur les produits cosmétiques. Donc, voilà, mais c'est quand même une bonne nouvelle sur de nouvelles innovations et tendances possibles sur ce secteur cosmétique. Voilà, donc pour conclure un peu sur ces contraintes, évolution sur la partie conservation, on voit qu'il y a des consommateurs qui sont toujours en quête de naturalité, donc ça, c'est des choses qui sont plus forcément trop nouvelles, mais c'est des choses qui continuent. Voilà, d'avoir des tendances aux produits plus simples, sur du bio aussi. C'est aussi en lien avec la montée des applications consommateurs. Voilà, donc des applications, je pense que vous connaissez, et donc c'est en lien avec ces sujets-là. Et il y a aussi une constante un peu évolution des agents conservateurs qui vont être autorisés, à la fois côté alimentaire et puis côté cosmétique surtout. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu contraint de trouver des nouveaux moyens de conservation qui soient plus durables et plus adaptés à la fois aux consommateurs, mais aussi aux entreprises. Et donc, on sait qu'on peut avoir différentes approches et qui peuvent être intégrées donc, à la fois côté fabrication des ingrédients, fabrication de produits finis, mais aussi peut-être chez le consommateur, notamment via l'intégration du froid chez le consommateur. Voilà, mais j'espère ne pas avoir trop dépassé mon temps. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je suis disponible s'il y a des questions sur certaines parties de cette présentation. Et puis sinon, voilà, dans tous les cas, vous recevrez les slides de la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. C'est très intéressant. Oui, pour donner un peu le contexte, on jugeait vraiment important de connecter avec Innovaléance et de vous faire connaître à vous, la communauté LMCE, cette structure qui a un positionnement intéressant par son approche et parce qu'elle se promeut et met en avant, et on envisage de faire un partenariat, voilà, de faire quelque chose pour que vous, les membres, puissiez en bénéficier. Donc voilà un peu le cadre général. Vraiment, n'hésitez pas, il faut que ça tourne un petit peu. Bon, il y avait beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes. Donc, et vous aurez la présentation, vous pourrez réfléchir un petit peu, mais déjà, vraiment, n'hésitez pas avec vos remarques et vos questions. Vous pouvez intervenir dans le chat ou prendre la parole. C'est à vous. Je voulais juste remercier Mario parce que c'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et ça rassure aussi sur c'est ce que je veux mettre dans mon projet. Je te le dis, bam, c'est bon, c'est dans le mille, c'est bien, ça me rassure. Tant mieux, je suis contente. Ce côté, surtout que ça existe, quoi, de plus en plus ce genre de projet, c'est bien. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous, vraiment merci. Ça te conforte dans ton positionnement et dans tes choix, déjà, c'est bien. Voilà, c'est vraiment, ça me rassure, vraiment, parce que tout ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que je voudrais et ça me rassure donc à 100%. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Merci. Patricia, tu demandes quel est le prix de l'adhésion. Alors, comment ça fonctionne?
Alors, les adhésions, en fait, ça fonctionne sous son format un peu d'adhésion annuelle. Donc, ils vont de janvier à décembre généralement. Et après, on a différents paliers en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Donc, le premier palier, en fait, il va se situer pour les entreprises qui auront entre 0 et 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui sera à 400 euros pour l'année. Avec, sur ces 400 euros, on a mis en place cette année 200 euros de voucher qu'on appelle pour avoir accès à d'autres services ou prestations là-dessus. Et voilà, et après, il y a différents paliers et ça monte en fonction des groupes, enfin, du chiffre d'affaires des entreprises. Chiffre d'affaires de la société. OK, merci. Après, du coup, je rebondis un peu si vous avez des questions. Enfin, n'hésitez pas non plus à nous suivre un peu via LinkedIn, par exemple. Ça peut vous mettre au courant des événements qu'on fait, voilà, ou des innovations et de voir un peu ce qui se passe au sein du réseau. Je sais que c'est toujours bien de voir ce qui se passe, et notamment sur la partie événements, parce que ça reste ouvert à tout le monde. Oui, merci. Qui d'autre a une question, une remarque? Je pense avoir rien loupé. Non. Alors moi, je voudrais savoir, on parle de cosméto-food et... Ah, vas-y. Alors, Patricia, vas-y. Patricia, alors attends, la question est passée. Tu voudrais avoir des détails pour 2022 sur l'accélérateur de start-up. Alors, l'idée sur Innov Accélère, l'idée sera d'accompagner plus en détail en fait, des startups alors qui auront déjà fait leur preuve de concept. Donc, ce sera plutôt dans une deuxième phase pour accompagner tout ce qui est développement un peu économique sur la stratégie là-dessus. Après, donc là, voilà, ça va démarrer en 2022 et ce sera avoir un référent au sein du pôle en fait, qui pourra accompagner sur ces sujets-là. Mais si vous voulez qu'on en reparle, n'hésitez pas peut-être à m'envoyer un mail pour voir. Voilà, il y aura un comité un peu de sélection des startups en début d'année qui vont être accompagnés via cette méthodologie-là. Mais c'est quelque chose qu'on lance cette année, qu'on n'utilisait pas avant. Voilà, mais du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me rappeler pour qu'on en discute un peu plus en détail si vous êtes intéressé. Oui, Patricia, c'est vrai, est basée dans ta région, dans votre région. Ok, ouais. Effectivement, vous êtes sur le même territoire, ça a du sens. Oui. Merci. Moi, je voulais questionner en fait sur ces parallèles conservation cosmétique et alimentaire. J'ai loupé l'information. Elle date de quand cette enquête? Et est-ce que ça va être répété? Alors, l'enquête qu'on a fait sur la conservation, on l'a faite en septembre. Et elle a été réalisée parce qu'on avait une journée, enfin un événement qu'on avait fait autour justement de conservation alimentaire et cosmétique. On avait voulu faire intervenir justement différents projets universitaires pour essayer de faire des liens. Et donc, on avait fait cette enquête consommateur au préalable. Alors, il n'y a pas forcément volonté de la refaire. C'est juste pour cette occasion-là. Ok, compris. Par contre, au niveau un peu des ponts et des parallèles, il y a un autre secteur aussi qui est en train de monter là-dessus. C'est plutôt la partie nutri-cosmétique, Oui, association voilà, cosmétique et compléments alimentaires. Et ce sujet-là, on en parlera dans un de nos webinaires. On va faire un webinaire sur la filière cosmétique en février. Et voilà, il y aura une thématique autour de la nutri-cosmétique notamment. oh, super. D'accord. Ben, on prendra les informations et on les relaiera. Effectivement, ben, c'est vos secteurs, en fait, les secteurs sur lesquels vous agissez. Et du coup, vous sentez là aussi, enfin, c'est déjà, on voit déjà de nombreux produits sur le marché et vous avez des chiffres, des données. Comment est-ce que... Alors, on peut en avoir via alors soit le Terrasenso, c'est vrai qu'il peut faire des études et des enquêtes plutôt consommateurs. Et après, les chiffres et données, on peut les avoir via notre pôle un peu études éveil, qui a accès à différentes bases de données. Donc, je pense notamment aux bases de données IRI, Mintel, D'accord. là, avec lesquelles il a accès à différentes bases. Et puis après, il fait des études spécifiques. Ok. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres remarques? Non, apparemment. Alors, la présentation vous sera envoyée. Et puis, bien sûr, vous avez le contact de Marion.
n'hésitez pas si vous avez des questions. Et faites-nous part aussi à nous, au sein de LMCE, de vos intentions. Et puis, on va voir avec Marion ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. Je vois une question qui est arrivée. Sur les ingrédients naturels, votre base de données est grande. Alors, quelles sont les données, le volume? Oui, alors sur les bases de données, vu qu'on a plusieurs bases de données sur lesquelles on va s'appuyer, on va pouvoir aller chercher pas mal de choses. On met des études un peu sur quels sont les ingrédients naturels, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde. Ça dépend un peu de la taille de l'étude qu'on veut faire, mais on peut aller chercher pas mal de choses. Oui. Ok, très bien. Ça te rassure peut-être, Patricia? En tout cas, clairement, il y a des choses qu'on peut faire. Et comme je disais, n'hésitez pas à nous faire remonter peut-être vos intentions, vos envies, les points que vous aimeriez creuser. Et puis, on va voir comment essayer de mettre tout ça ensemble pour que ça puisse être un effet de levier et bénéficier aussi à la communauté LMCE. Non, Merci beaucoup. Ce sera très intéressant à suivre. Marion, alors où est-ce que vous êtes basée exactement? Alors moi, je suis basée à Lyon. Oui. Voilà. Après, on est deux sur Lyon. Après, la plupart des équipes après est à Avignon et une autre partie plutôt sur Grasse. Très bien. Vraiment sur le territoire. Mm. Oui, vous êtes voisine, écrit Patricia. On pourra se rencontrer alors pour parler de vous voir, ça facilitera peut-être les choses. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion, d'avoir accepté notre invitation. On se dit à très bientôt. À très bientôt à toutes. Le document vous sera envoyé et puis dans quelques jours, nous mettrons la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube. Merci encore à toutes et très bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.